Catherine, Raphaël, Serge et Claude. Bon matin. Bonjour. Oui, je vous écoutais parler de destitution, de sondage et de destitution. Oui. Catherine, Oui. les grands sondages panaméricains à travers tous les États-Unis, lors de l'élection, de la dernière élection, ne favorisaient il favoriserait, il favorisait définitivement Hillary Rodham par un fort pourcentage. Ben oui. Elle a été battue, les copains. Soyez prudents avec les sondages. C'est sûr. Et j'ai aimé ton son de cloche, Oui. Catherine, lorsque tu dis à ta peu là. Quelle race a été sondée? Dans quel coin? Quel gros... Ben, tout ça fait une différence. Ah, on s'en vient. Ben, on s'en vient. Parce que dans le fin fond Ensemble, du Nebraska versus la Californie, puis dans l'État de New York, puis dans le Vermont, ben, on n'est pas du tout dans la même... l'analyse serait pas la même, là. On a appris de la dernière élection, les amis. Oui. Mais je suis content d'entendre Hillary Rodham. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Oui, vous la négligez un petit peu ces temps-ci. Et parlant de destitution, avant de destituer Donald Trump, ne pourrait-on pas destituer Marc Pacioretty comme capitaine du Canadien? Non. Non, le docteur On pourrait peut-être donner un petit coup de cœur, là. Non. Puis lui enlever le C. Non, on va le garder pour l'instant. On s'en retournera pas là. C'est parce qu'il est pesant à traîner. Ben, il y a juste vous qui le trouvez pesant à traîner, on dirait. il est pesant à traîner pour les autres joueurs. Oh, je suis pas certaine de ça. Là, l'année passée, le problème, c'est l'effet locomotive, c'est pas pour lui. C'est pas une locomotive, c'est un grand wagon. Ben, c'est une locomotive en fait, son leadership, Dr. Mayou, puis là, on passera pas la chronique sur Pacioretty, mais son leadership, il se passe sur la glace. C'est un compteur naturel, ce gars-là. Son leadership, c'est en comptant des buts qu'il l'exécute. Dans le vestiaire, je sais pas, on n'est pas là. T'es gentil, t'es généreuse, Catherine. C'est fait. Je suis pas gentil. Je sais pas, Serge, y a-tu juste moi? Il est un exemple sur la patinoire, Dr. Mayou. Oh, comme Bob Gainey dans le temps. Et voilà. Bon, OK. Bref, on va changer de dossier ce matin. On passera pas de chronique sur Pacioretty. Docteur Mayou, hier, on a manqué de temps pour s'en parler. Tout à l'heure, j'avais Véronique Yvon en entrevue concernant, encore une fois, le dossier d'aide médicale à mourir. Parce que, bon, cette femme, de ce qu'on a pu apprendre là, depuis lundi, cette femme qui est décédée, elle aurait fait une demande d'aide médicale à mourir. Elle était atteinte d'Alzheimer et son conjoint aurait abrégé ses souffrances. Docteur Mayou, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini dans ce dossier-là. Quand je regarde les critères d'aide médicale à mourir, je trouve que c'est très flou tout ça. Alors, c'est une approche qui est constamment en mouvance, qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il va toujours changer. Alors, c'est pas pour quelques mois, ce n'est pas pour quelques années, c'est pour l'avenir. L'avenir à moyen terme. On parle de 20 ans, 40 ans, et ça va être redéfini éventuellement. Alors, que ça plaise ou pas à Robert, ainsi va la vie. Il y a une première étape qui est lorsque les personnes ont toute leur tête, peuvent demander l'aide à mourir. OK? Être assisté. Maintenant, que fait-on pour tous ceux qui n'ont pas toute leur tête lorsque ça tourne au vinaigre? Soit qui sont dans des souffrances épouvantables, analgésiés au fentanyl ou même éventuellement au carfentanyl, et aux prises avec des maladies dégénératives du cerveau. Et c'est correct, on est allé une étape à la fois. Oui, je comprends. Alors, il y a une première étape qui a été instituée, et là, on est rendu à une autre qui est lorsque la personne est dans une condition épouvantable, atroce, mais qu'elle n'a plus ses facultés mentales. Que fait-on? Ouais. C'est toute qu'une question. Oui, c'est ça. C'est l'étape auquel on est confronté. On est rendu là. Bien, on est rendu là, puis même dans ce qui est présentant dans les critères, Dr. Mayou, quand on dit éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables, ça aussi, ça me laisse perplexe parce que Daniel, hier, nous en reparlait, notre patron, parce que Daniel l'a vécu l'année passée avec son beau-frère Jean-Guy qui avait fait la demande. Et à la fin, Dr. Mayou, il devait refuser de la morphine parce qu'il fallait qu'il soit encore conscient, parce qu'à chaque jour, le médecin venait le revoir pour lui demander, voulez-vous toujours mourir, mettons, demain? Je trouve que c'est mettre les gens dans des situations moralement inacceptables. Est-ce que juste moi ou...
Bon, disons que ça dépend des médecins, là. Il y a des médecins plus zélés. Et il y a une histoire qui a été soulevée, là. C'est l'histoire des médecins qui vont refuser de mettre fin à la vie de quelqu'un. Oui. Prétextant qu'ils sont là pour sauver des vies. Il y a une remise en question du milieu médical et ça va être une grosse remise en question compte tenu de la féminisation de la médecine. Alors, n'oublions pas que les médecins généralistes de moins de 40 ans, 66% sont des femmes. Oui. Et lorsqu'on arrive dans des débats de mise à mort ou de cesser l'acharnement médical, ou de cesser de vouloir prolonger la vie de quelqu'un, c'est pas un débat tellement pour les femmes. Disons, c'est pas beaucoup plus un débat pour les hommes, mais un peu plus. Il y a une différence de genre ici. Oui, là. mais là-dessus, je pense que je suis assez d'accord. J'ai l'impression que pour les femmes, c'est peut-être plus difficile à poser comme geste, même comme médecin. Ben oui. Et là, écoutez, là, moi, je commence à être tanné des infirmières qui pleurent concernant le décès des patients. Je commence à en avoir plein le casse de ces rapports-là que tout et un chacun me rapporte. L'infirmière-chef, lors d'un décès qui pleure, Catherine, ça commence à m'irriter. Ça vous a été rapporté? Ça arriverait souvent? OK, j'entends votre respiration, je comprends que oui. Mais c'est... OK, je commence à en avoir assez. Vous êtes infirmière-chef, vos larmes et votre peine, vous gardez ça pour votre vie personnelle. Vous êtes là pour effectuer des tâches, un travail qui n'est pas facile. J'en conviens. Mais c'est pour ça que vous êtes payé. Ben oui, alors, revenir à la base. Ai-je l'étoffe de l'emploi pour laquelle on me rémunère? D'accord, les infirmières ne sont pas suffisamment rémunérées. Ça, c'est un fait. Oui. Très mal rémunérées. Surtout lorsqu'elles sont en poste de responsabilité ou qu'elles travaillent sur des corps la nuit, le soir et la nuit. C'est une farce. Oui. C'est une farce. On se fait, au Québec, mot d'ordre, les amis, on se fait torcher à pas cher. Et tu peux me citer, Catherine, tant que tu voudras là-dessus. Je vais vous citer. Au niveau des soins infirmiers, au Québec, on se fait torcher à pas cher. Oui. Bien, docteur Mailloux, vous soulevez un point extrêmement important. Vous parlez des infirmières. C'est assez un matin, hein, je vais assez parler. Bon, là, Raphaël, lâchez-vous un peu. Ben non, mais c'est parce que mais ce que vous venez de nous amener, c'est important. Que ce soit les infirmières et que les médecins, des préposés. Je me mets à la place d'un patient. Mettons que moi, je perds ma mère, OK, à l'hôpital, elle décède, puis je sais pas, il y a une situation bien particulière, un accident horrible. C'est sûr, docteur Mailloux, que je m'attends pas à ce que tout le monde aux alentours de moi s'effondre en larmes, là, parce que ça m'aidera pas beaucoup. Puis je le dis pas méchamment, mais moi, je m'attends à ce que le personnel hospitalier soit en mesure de gérer des situations comme celle-là. J'ai besoin devant moi d'avoir quelqu'un qui est fort, parce que moi, je suis ébranlé. Alors là-dessus, je vous rejoins, même que ce soit... Si c'est le cas, ça m'inquiète un peu. Là. Je veux pas voir l'infirmière s'effondrer en larmes. Au pire, va pleurer ailleurs, mais pas dans ma face. Puis c'est pas méchant, là. Je m'attendais pas à ça comme réception, Catherine. Tu me surprends agréablement. Ah oui? Parce que, disons que c'est pas mignon, les points que j'amène régulièrement. C'est pas joli. Je sais pas, Raphaël, comment tu... Non, mais c'est ça, j'étais en train de penser, parce que dans le fond, moi, on se dirait, je comprends le fait d'avoir de la compassion, mais en même temps, je pense que la personne doit être, pas froide, mais je veux dire, l'émotion doit être mise de côté pour pouvoir effectuer le travail qu'il y a à faire, mais en même temps, il faut comprendre que c'est des êtres humains. Je veux dire, c'est normal en même temps que, par exemple, qu'on voit quelqu'un sur son lit de mort, il y a des émotions qui nous pognent un peu au cœur et qu'on... Non, c'est pas normal? Non, Raphaël, pas dans notre travail. La neutralité. Ouais. Pourquoi demeurer neutre? Pourquoi mettre la compassion de côté? Non, j'en veux pas. Moi, quand j'étais sur ma civière de mort à l'hôpital, j'en voulais pas de la maudite compassion. Je voulais de l'efficacité parce que j'ai failli mourir. Mais il y a certaines personnes qui veulent de la compassion. Vous me suivez? Aussi. Oui. Ouais, mais... Pardon? Il y a certaines personnes qui veulent de la compassion aussi, qui en ont besoin. Il y a des êtres plus durs, puis il y a des êtres plus sensibles. Non. Quand ta vie est menacée, de la compassion, c'est pas le temps. OK? Mm-hmm. On veut de l'efficacité. Pourquoi la neutralité émotionnelle à l'hôpital? Ben, vous êtes-vous posé la question, pourquoi être neutre sur le plan émotionnel?
Et parce que ça permet de mieux faire le travail, l'efficacité, justement. Ben, si les émotions embarquent dessus, c'est ça. La personne est moins efficace, là. Exactement. Serge, es-tu d'accord avec ça? Quelqu'un qui s'effondre en larmes? Puis de toute façon, je suis d'accord, moi, que quelqu'un qui réussit à être neutre dans la situation, c'est que, effectivement... Puis en même temps, je veux dire, des fois, par les agissements, tu peux voir, quand je dis qu'il y a une certaine compassion, que la personne t'accompagne bien. Là, tu sais. Je veux dire, sans nécessairement, justement, s'effondrer devant toi. Déjà, ça aide pas son vœu. En tout cas, moi, je trouve. Et même de la famille, Dr Mailloux, on va l'élargir. Je vous donne un exemple très concret. Moi, mon père, il y a 5 ans, a eu un cancer. Il a été opéré, il a eu des traitements. Quand il était à l'hôpital, après son opération, mon père, tu sais, je ne retiens pas des voisins pour avoir une forte personnalité, mon père avait dit à certains membres de sa famille, là, je veux juste vous dire, si vous êtes venus brailler devant moi, là, 1, je suis pas mourant, puis 2, ça m'aide 0. Fait qu'il avait appelé une de ses sœurs, là, c'est parce que ça m'aide. Tu sais, mon père, bon, il est quand même assez intense, mais je comprends, et je le comprenais très bien, même en tant que... Moi, j'ai besoin d'être supporté. D'être supporté. Moi, j'étais sa fille, ma soeur, puis ma mère, c'est la même chose. On avait des moments difficiles. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a un cancer. Mais on lui pleurait pas toujours d'en face. À un moment donné, peut-être pas la personne. Alors, imaginez si ça vient de l'infirmière ou du médecin. Ça va bien à l'hôpital. Je comprends très bien. Dr Mailloux, j'accepterais pas ça. Alors, la maudite compassion médicale, on en a que cirer. Ce qu'on veut lorsqu'on va à l'hôpital, et je l'ai vécu, on veut de la compétence. Oui. Alors, neutralité pour plus de compétences. Oui. D'ailleurs, parlant de neutralité, parlant de compétences puis de compassion, vous avez-tu raconté que j'ai expulsé pour le moignier de ma chambre à l'hôpital? Non! On va prendre une petite minute. Non, mais c'était Chris-là, il m'arrive à 9h30 le matin, puis il s'en vient faire preuve de compassion. Je le regarde. Hey, la porte est là, toi, tu sors, tu reviens plus jamais. M'as-tu compris? Moi, quand il vous avez... Moi, non, si boire, j'avais pas envie de rire, là. Mais non, mais je comprends très bien. Son hostie de compassion, je n'en avais que foutre. J'avais besoin de soins compétents. J'avais un jambon, OK, au lieu d'une cuisse, et la peau était partie, mon moignon s'était décapé. Hey! Ben oui. Non, vous voulez me faire sacrer, parlez-moi de ça. Il a pris la porte, il est jamais revenu. Je l'avais jamais revu. Bon, mais Dr Mailloux... Hey, l'hostie de compassion, là, j'avais besoin de compétences pour sortir de là. Oui, je suis d'accord. Mais Dr Mailloux, même... C'est-tu clair? Oui, ceux qui n'ont pas compris, là, si vous voulez me faire sacrer matin, rappelez-moi ces souvenirs-là. Oui, c'est... Ben, hey, il a compris, puis il est parti. Oui. Raphaël? Oui, non, mais il n'est jamais revenu. Est-ce que vous pensez que la compassion, ça se prête juste à ce métier-là? Ou par exemple, qu'on parle des corps policiers, des corps, tu sais, les personnes qui sont dans des situations justement où il y a des feux ou des personnes décèdent, est-ce que la compassion doit être mise de côté dans tous ces métiers-là? Ben oui. Oui. Pourquoi? Pour augmenter la compétence. Neutralité? Et on va loin, là. Ce matin, on n'avait pas prévu ça, les amis. Non. On s'en va à la neutralité des services de l'État. Oui. Pourquoi la neutralité religieuse et politique dans les services de l'État? Parce que c'est les émotions. Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi qu'on réclame tant la laïcité de l'État, des services gouvernementaux et paragouvernementaux? Pourquoi la neutralité religieuse et politique? Ben, allez-y, on vous écoute. Pour la compétence? Oui. Mais ça revient toujours au même principe. C'est toujours la même chose. Le pompier qui pleure, un coup de pied dans le derrière, puis va-t'en chevaux. Et puis ça peut s'appliquer à votre travail, Dr Mailloux. Si je m'en vais vous voir au privé, là, puis je m'assois dans votre bureau, puis ça vous touche tellement que vous éclatez en larmes, pas certaine que ça m'aide. Je suis pas... comprenez, je sais que ça n'est pas votre cas, là, mais je donnais un exemple. Non, c'est très sérieux. Oui, absolument. On va en reparler, Dr Mailloux, c'est intéressant. Si je ne suis... Si ça ne m'est jamais arrivé, mais si ça m'arrive, je remercie le patient et je le réfère à un collègue. Oui, ben voilà. Dr Mailloux, très intéressant. On va garder ça en tête, mais je ne pensais pas d'ouvrir cette porte-là, mais merci de le faire. On avance dans tout ça. 7h27. Êtes-vous prêt pour votre commission? Ça s'en vient à 9h. Robert Pilote est prêt. Il veut vous parler du crucifix. Je vous en dis pas plus. Ben oui, mais là, écoute, vous me faites sacrer, puis ensuite, Jésus-Christ. Ben voilà. On a de la suite dans les idées, Dr Mailloux. Bienvenue sur les ondes. Vous avez de la suite à matin? Absolument. On n'a pas l'air, là, mais de parfois. Jésus-Christ qui est mort pour moi sur une croix. Oui. Hey, va te faire voir, toi. Si t'es mort, si t'as été crucifié, c'est pas à cause de moi. Non. Puis non, je veux pas que tu sois mort à cause de moi. Non. Bon, je vais vous accueillir. Non, pas d'accord, le gars, là. Non, OK. Je vais vous accueillir. Hey, Jésus-Christ va te faire voir ailleurs, là. OK, bon, on a compris, Dr Mailloux. OK, on vous souhaite une bonne heure et demie. Là, allez vous reposer, puis à 9h, la commission
l'émission Pilote Maillot. À plus tard. Pendant ce temps-là, on va installer une croix en studio. Oui, c'est ça. Le crucifix s'en vient. 7h27. Oui. Si vous voulez le faire mourir pour vous autres, là, ça vous regarde. Mais ne le mettez pas dans ma face. Non, j'avais compris ça. Ça fait longtemps. Ça fait 1 an et demi que j'ai compris ça. On s'en parle plus tard, Dr Mailloux.